Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est un chapitre qui va fermer, voilà, le programme des projets d'élevage de toutes les mutations. Donc, à savoir que cette séance, on va regarder la dernière mutation récessive dominante et il y a eu deux vidéos pour vous expliquer les amortissements entre les croisements. Le premier chapitre, on a parlé d'un projet d'élevage d'une mutation récessive liée au sexe. Une deuxième vidéo, je vous invite d'ailleurs à retourner les voir, qui concernait le projet d'élevage d'une mutation récessive libre. Et le dernier programme, c'est celui-ci, donc les mutations récessives dominantes, dont la mutation jaune chez les chardonnerets et les mutations panachées chez les chardonnerets. Je m'excuse pour le bruit des oiseaux. Donc je recadre encore une fois cette chaîne-là. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je tiens aussi à remercier les anciens abonnés, les gens qui sont fidèles. Je tiens juste à préciser qu'il y a eu un bug le week-end dernier. Donc j'ai dû installer une mise à jour de studio YouTube. Et donc du coup j'ai fait planter, je pense, les paramètres ou les paramètres de cette chaîne-là. Donc cette chaîne-là avait perdu beaucoup d'abonnés. Par contre, ça s'est remis 3 jours après. Et moi, personnellement, j'ai perdu tous mes abonnements sur les chaînes d'élevage. Donc, du coup, je suis en train de me réabonner petit à petit. Je me suis déjà réabonné sur certaines chaînes et je continue à le faire pour récupérer tous mes anciens abonnements. Donc, voilà. Donc on va je vais vous expliquer en fait le déroulement de cette vidéo. Donc on arrive au dernier chapitre du tableau d'amortissement des mutations récessives dominantes. Il y en a deux, le jaune et le panaché. Je vais faire une deuxième partie pour vous parler des défauts de surtout les panachés, parce qu'on va se cibler sur En fait, l'étude elle est la même, les jaunes ou les panachés c'est la même. Mais je vais surtout vous parler des défauts concernant les panachés. Certains défauts, voilà, c'est le rappel. Normalement, on l'a déjà vu rapidement sur des anciennes vidéos. Mais je vais vous montrer sur des oiseaux les défauts qui concernent les panachés ou les jaunes quand ils sont en double facteur. Et on va finir par une petite mise à jour. Je vais vous présenter ce qui a évolué dans mon élevage. Et comme vous le savez, je dois démarrer en fait les travaux de la volière de l'extérieur ce mois-ci. Et donc du coup, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va démarrer par la partie étude de la mutation récessive. Donc certains éleveurs souhaitent en fait démarrer des panachés, des élevages de panachés et les élevages de chardonnerets jaunes. Donc cette démarche-là va les aider à mieux comprendre ces deux mutations et à définir en fait leur stratégie. Encore une fois, pour avoir des mutations, un gros pourcentage de mutations à moindre coût, sans oublier le critère de la qualité. Parce que jusqu'à maintenant, la qualité, elle était soit bonne, soit pas bonne sur les anciennes vidéos. Sauf pour ces mutations récessives dominantes, il va y avoir deux critères de la qualité. Il va y avoir une partie des mutations qui seront bonnes et une partie des mutations qui seront pas bonnes. Donc pour pas tomber dans le piège, et par exemple double facteur sur double facteur, il va nous donner 100% des mutations. Par contre, ils sont tous à problème ou avec un gros risque d'avoir des problèmes sur la qualité. On va voir tout ça dans le détail. Donc comme d'habitude, je vais déjà vous rappeler qu'il y a trois catégories de mutations chez les chardonnerets et chez les canaris aussi. La mutation liée au sexe, la mutation récessive libre et celle-ci, la mutation récessive dominante. C'est la plus simple en termes de calcul de jeunes. Par contre, c'est la plus simple si on a compris deux choses qu'on va expliquer, le double facteur et le simple facteur. Donc les mutations récessives les mutations concernées par la mutation récessive dominante, il y en a deux chez le chardonneret particulièrement. Ce sont les mutations jaunes et les mutations panachées. Donc quand je dis les chardonnerets jaunes ou les chardonnerets panachés, dans les chardonnerets jaunes, ça peut se combiner avec toutes les autres mutations sauf l'albino.
Parce que l'albino, il a un problème. Il ne sait ni fixer, ni synthétiser la mélanine. Donc du coup, le jaune, il existe en agate, il existe en classique, il existe en brun, il existe en opale, il existe en satiné, etc. Donc la mutation jaune se combine très bien avec toutes les autres mutations. Encore une fois, sauf, je dis bien sauf l'albino, parce que l'albino, il a un problème génétique. Il ne traite aucune mélanine. Le panaché, c'est pareil, il se combine aussi bien avec le classique, le phénotype sauvage ou l'ancestral, il se combine aussi avec en fait, il se combine les deux ensemble. En fait, la panachure surtout, c'est une tâche, enfin, c'est comme une gomme qui va effacer la mélanine pour voir la couleur de fond. Et j'invite les nouveaux abonnés à aller voir une vidéo qui a traité que les panachés. Je vous ai expliqué la différence entre les panachés et les aberrations pour pas vous faire avoir au moment où vous allez acheter vos couples reproducteurs ou les jeunes. Donc voilà, il y a un gros chapitre qui a été fait sur cette chaîne-là concernant les panachures. C'est un gros sujet. À ce jour, les éleveurs et la science ne se sont toujours pas mis d'accord sur certains critères. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par la vidéo qui a ciblé les panachures. Donc je rappelle que les chardonnerets panachés sont en plusieurs sous-catégories. Le févé, la bavette, la gorge blanche, le fasciato et le chardonneret blanc qui est différent bien sûr de l'albino. On reconnaît le chardonneret blanc par certaines taches, ça veut dire la mélanine elle est présente, et l'albino il n'a aucune tache, en fait il est blanc de chez blanc avec les yeux rouges, c'est vraiment l'albino. Il n'a pas de calotte, les rémiges, les rectrices, la calotte elles sont blanches, il est dépourvu de toutes sortes de mélanine. Alors que le chardonneret blanc il peut avoir les yeux rouges, il peut effectivement avoir des petites plumes mélanisées, grises, brunes, machin, noir, etc. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre l'albino et le chardonneret blanc, pour pas acheter un chardonneret blanc sous prétexte qu'il est albino et vice versa. En général, l'albino il coûte beaucoup plus cher que le chardonneret blanc qui est un panaché. C'est un panaché avec un résultat sur les plumes beaucoup plus satisfaisant que le fasciato, le gorge blanche, bavette ou le févé. Donc ça, ce sont les degrés de panachure. À savoir que quand il y a un gène de panachure qui se transmet de parents aux enfants, ça peut se manifester via des petites taches de panachure qui va donner les févés et les bavettes, comme ça peut se manifester via des grosses taches de panachure. Il va donner les gorges blanches, les fasciatos, et ça peut aller jusqu'au chardonneret blanc. Un simple exemple, ce fasciato panaché que vous voyez ici, donc dans le premier tour, vous vous rappelez qu'il m'a donné un chardonneret blanc, un chardonneret panaché blanc, juste avec une petite tache derrière la calotte. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il faut pas, on n'a pas besoin d'avoir des chardonnerets blancs pour avoir des jeunes chardonnerets blancs. Un fasciato, il donnera bien un chardonneret blanc, comme il pourra donner un gorge blanche, comme il pourra donner bavette, fève. Le gène qui est transmis, c'est bien, mais comment il sera synthétisé par le corps, comment il sera recombiné en fait dans les réactions biochimiques du corps pour se manifester soit sous forme de bavette, févé, gorge blanche, fasciato et blanc. Mais le plus important, c'est que quand vous achetez en fait des panachés, vous avez bien un vrai panaché avec des gènes qui vont effacer la mélanine et non pas avec des aberrations. Avec des aberrations, ça veut dire une mauvaise mue qui s'est passée, qui donne naissance à des plumes qui sont blanches, et nous on confond l'aberration avec le panaché. Donc ensuite, le deuxième chapitre, c'est comment se transmettent les mutations récessives dominantes. Donc à chaque fois on a fait cette démarche-là, ça va vous aider à comprendre le tableau qui est ici. Donc la transmission de mutations récessives dominantes jaune et panaché, en fait, se fait sur deux critères. Il faut connaître ce que vous achetez. Est-ce que ce que vous achetez, c'est un double facteur ou est-ce que c'est un simple facteur? À savoir que si c'est le mâle et la femelle sont des doubles facteurs, ça veut dire que le mâle et la femelle vont participer pareil et deux fois. Ils ont deux fois, chacun a deux fois plus de mutations à donner aux jeunes. Et ils pourront donner des jeunes mâles et femelles tous les deux mutations. Ils pourront donner tous les deux des mâles et des femelles mutations, parce qu'ils ont la même chance de transmission. Le simple facteur, on va distinguer les mâles simple facteur des femelles simple facteur. Quand on a un mâle qui est simple facteur, ça veut dire qu'il ne participe qu'une seule fois. Il a un des deux gènes qui est panaché et il ne pourra donner que des mâles et des femelles. Il donnera que des mâles et des femelles qui sont panachés.
Quand c'est la femelle qui est simple facteur, c'est le même principe que la récessive, la mutation récessive. Elle ne va soit favoriser que des femelles, soit que des mâles. Donc soit, non pardon, excusez-moi, soit elle va donner des femelles, soit elle va donner des mâles et des femelles. Donc une femelle simple facteur, c'est l'équivalent d'un mâle simple facteur. Ils vont tous les deux donner des mâles et des femelles. Mais il faut éviter de tomber dans le piège où la femelle, elle ne favorise que la transmission vers des femelles, et là, vous perdez toutes les parties mâles. Les mâles, ils ne seront jamais panachés au jaune si vous tombez sur une femelle. En fait, c'est l'inverse de la mutation récessive. Si vous vous rappelez, la mutation récessive, je vous ai dit que le jackpot, c'était une femelle qui va donner des femelles opales, par exemple, ou des femelles FAO. Là, c'est tout à fait l'inverse. Comme la mutation, c'est une mutation dominante, il ne faut pas tomber sur une femelle qui va donner que des femelles. Il faut tomber sur une femelle qui peut donner des mâles et des femelles. Sinon, vous partez d'un mâle qui est mutation simple ou double facteur. C'est pareil. Donc, à retenir que les doubles facteurs, ça veut dire mâle ou femelle double facteur, tous les deux, ils vont donner deux chromosomes, au mâle et aux femelles, qui contiennent la mutation panachée ou jaune. Les simples facteurs, quand vous avez un mâle simple facteur, il va quand même vous donner des mâles et des femelles avec des pourcentages moindres que si c'était un double facteur. Si vous avez des femelles, il faut distinguer deux sortes de femelles simples facteurs. Celles qui portent la mutation sur le chromosome X qui va servir les mâles et la femelle, jeunes, les garçons et les filles, et celle qui ne va le porter que sur le Y qui va directement chez les femelles. Donc soit vous aurez cette femelle-là, elle va faire que des femelles panachées par exemple, ou soit cette femelle-là, elle vous fera des femelles et des mâles panachés. Et après, vous pouvez, quand vous achetez des femelles que vous ne savez pas en fait si elles sont porteuses pour le chromosome X ou Y, c'est en fonction des jeunes que vous avez. Vous allez savoir est-ce que vous êtes dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Si vous avez des mâles et des femelles panachés, c'est que vous êtes dans ce cas-là. Si vous n'avez que des femelles pendant toute la saison, c'est-à-dire 2 tours ou 3 tours pour certains, c'est que vous êtes dans ce cas de figure. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, les calculs, elles sont super faciles. Donc je vais juste pour les nouveaux, je vais leur rappeler comment, enfin la lecture de ce tableau-là. Donc ça, c'est un tableau d'amortissement qui va traiter tous les cas possibles de la mutation panachée ou la mutation jaune, qui sont toutes les deux dominantes. Donc, on a les doubles facteurs. Ici, j'ai mis des mâles double facteur, mâle double facteur, mâle double facteur, mâle double facteur. Donc, dans ce premier bloc, c'est que des mâles double facteur. Dans ce deuxième bloc, c'est que des mâles simple facteur. Et dans le dernier bloc, c'est que des mâles qui ne sont ni panachés, ni jaunes. Ici, ce sont les femelles. Donc, femelle double facteur. Femelle simple facteur mais qui favorise les mâles, femelle simple facteur mais qui favorise les femelles et femelle normale. Et c'est pareil, ça se répète. Donc femelle double facteur, femelle simple facteur qui favorisera les femelles, qui favorisera les mâles, femelle normale, etc. Donc vous avez tous les cas possibles avec le calcul. Donc ici ce sont les pourcentages de mutations qui vont vous donner. Est-ce que c'est des mâles et des femelles ou est-ce que ce sont que des mâles? Ici, c'est les porteurs. Combien de pourcentage ils vont vous donner de porteurs? Ici, c'est les non-porteurs. À partir de ces croisements-là, vous avez 3 résultats possibles. Soit des mutations, donc le pourcentage des mutations avec leur sexe, soit le pourcentage des porteurs avec leur sexe, soit le pourcentage des non-porteurs avec leur sexe. Et ici, c'est le coût. Donc, j'ai représenté le coût par des croix. Donc, au maximum, il y aura 5 croix quand on va partir d'un mâle et d'une femelle double facteur. Et ici, c'est la qualité. Donc, une croix, c'est une mauvaise qualité avec le pourcentage. Et un V ou un trait comme ça, ça veut dire c'est une bonne qualité. Donc, on va partir du premier exemple. Je pense que ça sera beaucoup plus compréhensible. Donc, un mâle double facteur sur une femelle double facteur. Et on avait dit quoi sur les doubles facteurs? Les doubles facteurs, ils participent 2 fois. Donc, chacun des parents qui est double facteur, il va donner 2 fois plus de mutations. Ça veut dire vous allez avoir 100% de vos jeunes mâles et femelles qui sont mutations. On va partir de la mutation panachée. Donc, un mâle panaché double facteur, une femelle panachée double facteur vont vous donner 100% de vos jeunes double facteur, mâles et femelles. 0 porteur, 0 non-porteur, ça va vous coûter cher. C'est le cas le plus cher représenté avec 5 croix. Et la qualité, elle est mauvaise parce qu'à partir de 2 doubles facteurs, vous ne pouvez faire que des doubles facteurs. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner
des exemples de la qualité. En fait, la qualité des doubles facteurs, la transmission de panaché, comme elle est déjà dominante, exactement comme le jaune. Là, le panaché et le jaune, ce sont déjà scientifiquement des mutations dominantes. C'est pour ça que vous ne voyez 0 pourcentage de porteurs. Il n'existe pas d'oiseaux porteurs de mutations récessives. Contrairement à ce qu'on a déjà vu dans les autres mutations, il y avait toujours des pourcentages ici. Donc les porteurs, ils sont 0. Pourquoi? Parce que soit on porte la panachure, soit on ne la porte pas. Soit on porte le jaune, soit on ne le porte pas. Et si on les porte, ça veut dire qu'on a des mutations. Donc ne vous étonnez pas de voir 0 porteur, parce que c'est tout à fait normal. Comme elles sont dominantes, elle va se manifester sur les plumes ou sur les choses. Le problème, c'est que les doubles facteurs, ils ont une force de transmission. Donc déjà, la mutation, elle est dominante, mais elle existe 2 fois chez l'oiseau. Et comme elle va exister 2 fois, c'est tellement forte, elle est tellement forte cette mutation qu'elle va générer des dysfonctionnements chez les oiseaux concernés. Ça va se manifester soit par les yeux tellement rouges qu'ils ont du mal à voir, soit par les pattes déformées, soit par des déformations physiques, soit par la qualité des plumes ils ont l'impression d'être mouillées. Je vais vous montrer la jaune que vous voyez ici. Vous voyez la qualité de ces plumes, on dirait qu'elle est trempée en permanence, été comme hiver. Voilà, mais j'ai pas de panaché double facteur, j'ai que cette femelle là. Donc vous voyez la différence entre cette femelle et les autres femelles. Regardez les autres femelles. Elles ont un plumage vraiment très beau. Et celle-ci, elle est en permanence, elle donne en permanence l'impression qu'elle est mouillée. Pourquoi? Parce qu'elle porte 2 fois la mutation jaune. Une fois, elle l'a portée de chez son père, et une fois, elle l'a portée de chez sa mère. Donc, juste pour vous expliquer pourquoi la qualité elle est mauvaise, parce que vous venez de fabriquer des panachés ou des jaunes, mais avec les 2 parents qui sont mutations, double facteur, vous ne pouvez fabriquer que des doubles facteurs. Et c'est pas beau, vous risquez même, des fois la transmission elle peut impacter les fonctions vitales de l'oiseau, la respiration, la vue, beaucoup de choses, et c'est pas bon. Donc si vous pouvez éviter double facteur sur double facteur, c'est nickel. Même si vous avez un gros pourcentage, il ne faut pas oublier qu'il y a un critère de qualité. Le prix d'un jaune, le prix d'un panaché évolue différemment que les autres mutations. Le prix d'un panaché, vous avez des panachés à 400 €, vous avez des panachés à 900 €. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le critère de la qualité. C'est la taille, c'est l'hygiène des plumes, c'est la posture, c'est beaucoup de choses. Donc c'est pour ça, ça ne sert à rien de faire 100% des doubles facteurs s'ils sont tous de petite taille, s'ils voient tous mal, s'ils ont tous des problèmes de pattes. Je vais vous montrer un exemple de problème de pattes. Et moi, je suis concerné souvent par les problèmes de pattes, pas la vue. Donc ensuite, le deuxième cas, en fait, c'est un mâle double facteur toujours, panaché par exemple, et une femelle qui est simple facteur. Donc lui, il porte 2 fois la panachure, elle porte une seule fois la panachure. Par contre, elle va la porter elle va favoriser les mâles. Donc vous aurez quand même 100% de vos jeunes mutations, mâles et femelles, toujours 0 porteur, toujours 0 non porteur, ça va vous coûter un peu moins. Pourquoi un peu moins? Parce que ça soit double facteur ou simple facteur, rares les éleveurs qui vont faire la différence entre le simple facteur et le double facteur. Ça se voit sur les registres d'élevage. Tu peux pas voir physiquement un oiseau panaché et dire ça c'est un simple facteur ou pas. Tu es obligé d'aller ouvrir ou demander à l'éleveur de te montrer les registres pour savoir comment sont les parents, pour déduire s'il est double facteur ou simple facteur. Sinon, c'est de voir directement sur les jeunes. Voilà, donc en général, quand vous achetez, mais ça on va le voir dans le rappel, quand vous achetez des jaunes ou des panachés, il faut savoir s'ils sont double facteur, simple facteur. Pour cela, il faut demander à l'éleveur de vous montrer son suivi. Les parents, de vous montrer les jeunes aussi, s'ils ont déjà fait des jeunes. Et en fonction de ça, vous allez comprendre tous les deux, est-ce que vous êtes dans ce cas-là ou est-ce que vous êtes dans ce cas-là. Mais si vous êtes dans le cas où une femelle elle est simple porteuse, il y a 2 cas. Il y a un cas où elle va donner des mâles et des femelles, mutation comme elle, et un cas où elle ne pourra donner que des femelles. Donc moi j'ai pris le premier cas où elle pourra donner des mâles et des femelles. Vous aurez quand même 100% des mutations panachées, mâles et femelles.
pas de porteur, pas de non-porteur. Le coût, il sera plus ou moins le même que celui-ci parce que les deux, ils sont panachés. Les deux femelles, ils sont panachés ici. Physiquement, vous pouvez avoir un double facteur avec moins de panachure quand vous pouvez avoir un simple facteur avec beaucoup plus. Tout dépend de comment la mutation va se manifester sur les plumes et sur les parties cornées. Et ce qui est intéressant, ce sont les pourcentages de la qualité. Ici, quand on était parti des deux doubles facteurs, on avait 100% de la qualité mauvaise. Ici, quand on a baissé dans le degré de la transmission, c'est-à-dire la femelle elle a perdu 50% de sa transmission, on a quand même récupéré 25% de bonne qualité et 75% de mauvaise qualité. Ben forcément, parce qu'il lui reste encore une mutation ici, et lui, il lui reste deux mutations panachées. La mutation panachée, elle est toujours forte à circuler entre les jeunes et les parents. Donc ensuite, le deuxième cas, c'est l'inverse. C'est toujours le même mâle qui est double facteur, mais la femelle, au lieu qu'elle favorise les mâles, elle va favoriser les femelles. Donc du coup, on a le même pourcentage, 100% des mutations panachées mâles et femelles, toujours 0 porteur, toujours 0 non-porteur, ça va coûter la même chose, parce que ces trois femelles sont les mêmes physiquement. Double facteur, simple facteur qui favorise les mâles, simple facteur qui favorise les femelles, physiquement, ce sont des femelles panachées. Et pour ça, je vous dis, c'est important de faire attention ou de demander ou réclamer le registre de l'élevage pour remonter le diagramme. Donc ça va coûter pareil, mais cette fois-ci, vous voyez qu'on passe à 50% de bonne qualité et 50% de mauvaise qualité. Et le dernier cas qui est pour moi le mieux, c'est un mâle double facteur et une femelle simple facteur. Vous allez quand même avoir 100% de jeunes qui sont mutations, mâle et femelle, pas de porteur, pas de non-porteur, ça va vous coûter moins cher parce que vous ne payez que le mâle qui est panaché, la femelle elle est pas panachée, elle peut être agate, elle peut être pastel, elle peut être brune, peu importe du moment qu'elle n'est pas panachée. Et vous récupérez 100% de vos jeunes, donc tous les jeunes qui sont là, ils sont de très bonne qualité et c'est exactement les croisements que je fais moi tous les ans maintenant. Donc ce mâle-là, le mâle qui est là, panaché et double facteur, donc vous voyez que lui, il donne des chardonnerets blancs, mais lui, il n'est pas blanc, il est fasciato. Voilà, et cette année, je l'ai mis avec cette femelle-là, la femelle brune. Et je vais vous montrer certains jeunes qu'ils ont donnés. Donc la femelle que vous voyez ici, celle-ci. Donc j'étais vraiment dans ce cas-là. Oups, pardon, hop. Voilà, donc le mâle double facteur, la femelle pas de panachure. Et j'ai récupéré les panachés qui sont de bonne qualité en termes de plumes, etc. Et je vais vous montrer un des panachés qui était simple facteur sur simple facteur, mais qui m'a généré, dans ce bloc-là, qui m'ont généré des problèmes de pattes chez les jeunes que je vais vous montrer. Donc ensuite, donc ça on a étudié tous les cas où les mâles sont double facteur et les femelles tous les cas. Donc maintenant on va étudier les mâles qui sont simple facteur. Encore une fois, le double facteur, le simple facteur, physiquement vous ne pouvez pas le savoir. C'est le registre de l'éleveur qui va vous dire est-ce que le mâle il porte 2 fois ou est-ce que le mâle il porte 1 fois la mutation. Et la femelle c'est pareil, c'est toujours le registre. En fait, ces deux mutations jaunes et panachées, il faut toujours demander le registre du suivi de l'éleveur. Même s'ils sont de 2017, moi j'ai le dossier, même de 2011, j'ai mes dossiers. Je ne jette jamais les registres, j'en ai toujours besoin. Même si j'ai plus les jeunes ou les générations de 2011, je garde toujours mes registres. Des fois, ça m'arrive de retourner voir certains croisements pour savoir ce que ça va donner. Donc du coup, quand les mâles ils sont simple facteur, la femelle elle est double facteur. On a 100% des jeunes qui sont mutations. Ça va coûter cher. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont mutation. Ça va coûter autant cher que quand ils sont double facteur. Je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui savent que les double facteurs peuvent coûter plus cher que les simples facteurs. Mais pas pour les croiser entre eux. Pour les croiser avec des non-mutations panachées et jaunes. Donc des fois, les gens, ils achètent 2 panachés. Ils vont les mettre ensemble, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont dans 2 doubles facteurs, dans 2 simples facteurs, dans 2 simples facteurs avec une priorisation des femelles ou des mâles. Ça, il faut le savoir si vous voulez maîtriser les jeux. Donc ici, simple facteur côté mâle, double facteur côté femelle. Ça va coûter aussi cher que le premier cas. Par contre, vous voyez la différence qu'on récupère 50% de nos jeunes. Donc 50% de ces jeunes-là, ils seront en bonne qualité et 50% ils seront comme ici.
Parce que ces 50% sont les doubles facteurs qu'on a créés et ceux-là sont les simples facteurs qu'on a créés. Ici, toujours le mâle simple facteur avec la femelle simple facteur, mais cette fois-ci, elle va favoriser les femelles. Donc, vous récupérez 75% de panaché, par exemple, mâle et femelle. Toujours 0 porteur. Dans celle-ci, elle sera toujours 0. Mais par contre, vous générez 25% des classiques. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, ça n'existe pas des porteurs de panaché ou des porteurs de jaune. Cette ligne-là, elle est vide. Soit vous êtes mutation, soit vous n'êtes pas de mutation, même s'ils descendent des panachés. Même si leurs parents, ils sont panachés tous les deux, simple facteur, ils sont tous les deux panachés, ils peuvent donner des noms panachés. Donc ça, il faut bien l'intégrer dans vos têtes, il faut bien faire attention. Quand vous voyez des gens ou des éleveurs qui vont, ou même des vendeurs, il y a des gens qui ne font pas d'élevage, ils achètent et ils revendent. Quand ils vous disent, il y a tel ou tel oiseau en vente, il descend de panaché ou de jaune, n'allez pas croire qu'ils sont porteurs, ça ne se porte pas. Ça, il faut les considérer comme étant soit des classiques, soit des agates, soit des machins qui n'ont rien à voir avec la panachure. Donc du coup, ça va coûter plus cher parce que les deux sont mutations. Ça va coûter comme ce croisement-là, comme ce croisement-là. Parce que les deux sont mutations physiquement. Mais vous voyez, en croisant deux mutations ensemble, on a un quart des non-mutations. Pourquoi? Parce que le mâle était simple facteur et la femelle elle était simple facteur qui favorise les femelles. Et donc, ceux qui ne seront pas mutation du tout, ce seront des mâles. Et vous allez récupérer 66% de simples facteurs qui sont très bonne qualité. Et 33% de ces 75% qui seront double facteur mauvaise qualité. Donc maintenant, on va faire l'inverse. Toujours le même mâle simple facteur et la femelle qui est simple facteur. Mais cette fois-ci, au lieu de favoriser les femelles, elle va favoriser les mâles. Donc vous aurez un taux global sur les jeunes le même, 75% mâles et femelles. Toujours pas de porteur. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir un quart des mâles classiques ou autres mutations que panaché, ça va être des femelles. Et les pourcentages seront les mêmes. Ici, le dernier cas, c'est un simple facteur avec une femelle normale, qui n'est pas du tout panachée. Ici, encore une fois, en fait, ce cas-là, physiquement, il est égal à ce cas-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a la qualité et le pourcentage élevé? C'est le fait de savoir si le mâle il porte deux fois. Pardon, excusez-moi. Ce que je disais, c'est ce croisement-là, physiquement, vous n'allez pas le distinguer de celui-ci. Un mâle panaché double facteur avec une femelle normale, un mâle panaché simple facteur avec une femelle. Qu'est-ce qui va vous dire que c'est le mâle il est simple facteur ou double facteur? C'est le résultat de vos croisements ici. Parce que la qualité, elle sera quand même bonne à 100%. Mais si vous avez 100% de vos jeunes qui sont mutations, c'est que votre mâle, il est double facteur. Si vous avez que la moitié de vos jeunes qui sont mutations panachées, c'est que le mâle, il est simple facteur. C'est pour ça il faut noter en fait tout ça et quand vous avez des résultats sur vos jeunes, il faut vous retrouver dans ces tableaux-là pour déduire. Si jamais le registre, l'éleveur ne trouve pas de registre ou c'est un simple éleveur, c'est un simple revendeur ou quoi que ce soit, il faut se baser sur les jeunes pour définir le jeune des parents. Donc, mâle panaché simple facteur sur une femelle normale, vous ne pouvez avoir que 50% des mutations mâles et femelles et les autres 50% mâles et femelles, ils ne sont ni porteurs ni mutations. Et toutes les mutations que vous avez obtenues, excusez-moi, toutes les mutations que vous avez obtenues, elles sont bonnes en termes de qualité. Le dernier bloc, ce sont les mâles qui sont normales, pas panachés, et les femelles qui sont panachées. Donc, mâle normal sur femelle panachée double facteur, vous avez 100% de jeunes qui sont panachés. Ça vous coûte moins cher parce que vous avez acheté que la femelle qui est panachée, l'autre il est normal. Et vous obtenez quand même 100% des mutations avec 100% de bonne qualité. Donc vous voyez que ça ne sert à rien d'aller payer plus avec un panaché en plus pour vous retrouver avec le même pourcentage de mutation et une qualité médiocre. Moi je préfère ce cas-là. Vous mettez un mâle ou une femelle double facteur sur un qui n'est pas du tout panaché au jaune et vous allez baisser votre coût, vous allez baisser votre budget. Excusez-moi, il va faire la mise. C'est bizarre, pourquoi il ne veut pas la faire? Voilà. Donc vous allez baisser en partant de un des deux qui est double facteur, vous allez baisser votre budget, vous allez augmenter vos pourcentages de qualité et vous avez tous les jeunes qui sont mutations.
Ici, c'est pareil, le même mâle qui n'est rien du tout, les femelles qui sont panachées, soit pour donner des mâles, soit pour donner des femelles. Vous allez vous retrouver avec 3 sur 4 pour 75% de mutation, 25% de mutation femelle ou mâle, et une répartition niveau qualité de tiers, un tiers de mauvaise qualité et 2 tiers de bonne qualité. Maintenant, juste un rappel. Le rappel, c'est il faut toujours, quand vous achetez les jaunes ou les panachés, il faut demander les parents, il faut voir les parents ou les jeunes pour être sûr que d'abord, concernant le jaune et le panaché, est-ce que ce sont des simples facteurs ou doubles facteurs? Ensuite, concernant le panaché, est-ce que ce sont des vrais panachés ou est-ce que ce sont des aberrations? Et ceux qui ne comprennent pas cette phrase-là, revenez voir une vidéo spéciale qui a duré longtemps et on a parlé des panachés et l'équivalent des panachés quand c'est des chocs pendant une période de mue ou un truc comme ça. Les chardonnerets peuvent développer des panachures mais qui ne sont pas héréditaires, qui ne sont pas transmissibles aux générations suivantes. Les amis, je vais juste vous montrer un problème. Donc je vous ai montré par exemple que quand il s'agit d'un double facteur, je vous ai montré la femelle, la qualité de ses plumes. Elle a des plumes qui sont trop serrées, mais ils sont pas, on dirait qu'elle est mouillée en permanence, donc c'est un des défauts des doubles facteurs. Je vais maintenant vous montrer les défauts de pattes, certains défauts de pattes qui reviennent régulièrement sur les panachés. Donc là, j'ai pris une femelle panachée. Donc ça, il s'agit d'une femelle panachée de l'année. Donc c'est une fasciato. Elle n'aura pas le masque rouge, elle aura une tache blanche ici. Donc vous voyez ses ailes, toutes blanches. L'autre partie, elle a été piquée par les autres jeunes. Donc l'autre partie toute blanche, la queue aussi toute blanche. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un problème de patte. Donc regardez comment cette patte-là, elle est fermée. Pourquoi elle est fermée? Je vais vous expliquer pourquoi les pattes, elles sont fermées. Oups, il faut tomber la caméra. Donc cette patte-là, enfin souvent, c'est le doigt de derrière qui est retourné comme ça. En fait, souvent, je vais vous dessiner un peu. Voilà, donc ça, disons que c'est la patte du canari. En fait, souvent, ce doigt-là, il est retourné par là, comme ça. Dans ce cas-là, c'est simple. Il faut juste ramener du sparadrap et le coller ici avec du sparadrap avant la mue. Le laisser 2 mois ou 3 mois. Après, vous enlevez le sparadrap, il va revenir hop, normalement. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous allez vous retrouver en fait avec des doigts qui sont comme ça. C'est mon cas aujourd'hui. Et ils vont pas. L'oiseau, pour être stable sur le perchoir, il ne va pas pouvoir appuyer comme ça. Il va en fait se retourner comme ça. Il va s'appuyer sur cette partie-là. Donc ça se complique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, là-dedans, quand vous êtes dans ce cas-là, il faut détecter quel doigt lui pose problème. Parce que tous les doigts, ils ne sont pas tordus. Il y en a un des doigts qui est tordu et qui va venir pousser les autres doigts. Et vous avez l'impression, comme ici, là, on le voit. Excusez-moi. Comme ici, on voit très bien que c'est le premier doigt qui est vers nous, là, c'est celui-ci qui va vers l'intérieur. Vous voyez comment il va vers l'intérieur? Attendez. Voilà. Donc ce doigt-là, ces deux doigts-là, ils sont... Voilà, on le voit mieux. Vous voyez que c'est le premier doigt qui rentre à l'intérieur. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est celui-là qui pousse. Donc comme celui-ci, il pousse les autres doigts, bah vous avez tous les 3 doigts qui vont de ce côté-là et ça pousse l'oiseau à retourner complètement sa patte pour s'appuyer sur l'articulation.
Dans ce cas-là, quand vous êtes concerné par ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux solutions. Soit on le voit dans le nid quand ils sont encore jeunes, et dans ce cas-là, il faut couper un doigt. Donc hop, vous avez un doigt qui fait ça. Voilà, donc c'est ce doigt-là qui pose problème. Quand c'est ce doigt-là qui pose problème, quand ils sont encore jeunes dans le nid, il faut couper ce doigt-là. Au pire, ils auront deux doigts vers le devant, un doigt vers l'arrière, et ils ont de quoi, ça c'est le perchoir. Deux doigts vers le devant, deux doigts vers derrière, ils ont la stabilité. Le problème, c'est que ce jeune-là, il n'avait pas ça dans le nid. Donc, il a ça maintenant qu'il est sevré, le doigt, il commence. Donc, je ne peux pas lui couper. Je vais générer une hémorragie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut juste que je colle ce doigt-là. Hop, je vais le refaire. 1, 2, comme ça, hop. Comme ça. Je vais juste mettre en fait une entretoise entre les deux doigts. Hop, deux entretoises pour tendre ce doigt-là et venir le scotcher avec celui-ci. Donc vous avez compris, quand c'est le doigt de l'arrière, c'est simple. Quand c'est le doigt de l'arrière ici, c'est simple. Il faut juste le scotcher avec la bague ou le scotcher avec l'avant-patte. Quand c'est tous les doigts, ils sont en boule, comme ça, il faut détecter, identifier lequel des doigts il pose problème. Ils ne peuvent pas être tous les trois. C'est un des trois qui va venir pousser les autres. Et vous avez l'impression que toute la patte, elle est HS. Non, il faut juste regarder, le prendre et regarder lequel des doigts ne va pas dans la bonne direction. Et moi, je vois que c'est le premier doigt qui engendre les autres. Donc, il faut bien sûr leur couper. C'est ce doigt-là qui reste. Ce doigt-là, il va vers l'intérieur. Vous le voyez là. Et quand il va vers l'intérieur, bah, en fait, il est en train de pousser sur les autres. Donc, il faut mettre une entretoise, un petit bout de carton ou quoi que ce soit, le coller avec l'autre et mettre du scotch. Vous pouvez même, moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je mets deux entretoises. Une entretoise ici, une entretoise là, et venir scotcher les trois pattes en laissant l'arrière libre. Comme ça, il pourra toujours... Mais il faut faire ça avant la fin de la mue juvénile. Donc, s'ils sont trop jeunes, vous pouvez largement couper. Ceux qui ne savent pas couper, approchez-vous des expérimentés ou allez chez le vétérinaire. De toute façon, le vétérinaire, il va le faire. Il va le couper ici quand ils sont jeunes, quand ils ont 3-4 premiers jours dans le nid. Mais dès qu'ils grandissent un peu comme ça, vous ne pouvez pas leur couper parce que vous allez les affaiblir. On a déjà parlé de leur système immunitaire et de leur santé. Donc, il faut prioriser la solution des entretoises avant la fin de la mue juvénile. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous donner un exemple en fait des pièges pour les panachés. Hop, parce que certains, ils savent pas que ça se corrige. Certains, ils vont brader en fait leur oiseau comme quoi ils ont des handicaps, mais ça se corrige les amis. Au pire, il faut juste leur couper un doigt, enfin le doigt qui va leur gêner pendant toute leur vie, quoi. Autant le couper tout de suite pour les débarrasser. Les amis, on arrive à la fin de ce chapitre-là. Je veux juste vous faire rapidement un suivi d'élevage. Donc ici, donc comme vous savez, là j'ai freiné, je suis sur la fin. C'est comme ça, j'ai fait un tour avec certains couples, 2 tours avec certains couples. J'ai arrêté parce qu'il faut que je commence les travaux de la volière. Donc l'opale, qui est toujours aussi chaud, je viens de le mettre avec la femelle arlequin. Espoir, la femelle arlequin, elle va faire son 2e tour. Et le mâle, il a pendu 2 fois avec la femelle. Donc j'espère faire des métisses. Je vais tester les métisses. Le gorge blanche, je l'ai mis avec la récessive aussi. Donc elle aussi, elle a construit le nid pour faire son 2e tour. Mais je vais en profiter. Donc lui, il a fait une tour avec la chardonneret jaune. Ici, mon panaché double facteur, je l'ai mis avec la UP allemande. Elle aussi, elle est en train de construire son 2e tour pour faire des canaris. Donc je vais faire les métisses. Toutes mes femelles, alors toutes ces femelles-là, elles n'ont pas toutes pendu. La jaune, elle a fait 2 tours, un qui était avec des jeunes, j'ai récupéré des jeunes, un qui était vide. La satinée, elle a fait 2 pentes où j'ai récupéré des jeunes. L'Isabelle, elle n'a rien fait. La brune pastel, elle m'a fait 2 pentes, j'ai récupéré des panachés. Et la brune, elle n'a rien fait, elle a fait juste un tour de chauffe. Donc je les ai arrêtés. Ici, j'ai le mâle agate tête blanche, je l'ai mis avec... une jeune de l'année dernière, une lipochrome mosaïque rouge.
Donc j'ai mis 4 couples de métis, on verra ce que ça va donner. Ici, je les ai laissés. J'ai laissé le brun pastel sur la brune, parce qu'ils chipotent toujours au nid, donc je ne sais pas est-ce qu'ils vont faire quelque chose ou pas. Ici, j'ai mis tous mes mâles canaris. Bah, j'en ai pas assez, hein. J'avais que 6 couples cette année. J'en ai aussi dans la volière. Ici, j'ai mis les quelques femelles qui me restaient. Donc, 2 femelles qui me restaient, plus celle-ci qui est née, si vous vous rappelez, c'est celle qui a été déchiquetée par les autres jeunes, la satinée aux yeux rouges. Donc, juste pour vous expliquer, celle-ci, c'est Isabelle aux yeux rouges. C'est la même que cette Isabelle aux yeux rouges. Celle-ci, c'est la même que celle-ci que j'ai eue l'année dernière. Mais celle-ci, je l'ai colorée pendant la mue juvénile. Donc, elle devient cette couleur-là. Et c'est la même que l'Isabelle rouge que vous voyez ici. C'est leur père, en fait. Celui-ci, c'est leur père qui a été coloré 2 ans de suite. Celle-ci, elle a été colorée 1 année seulement. Et celle-ci, elle a été colorée 1 année seulement. Et la dernière, elle vient de naître, qui n'a pas reçu de coloration. Donc, vous voyez que, comme quoi la coloration, des fois, elle peut changer intégralement l'aspect des oiseaux ou la beauté des oiseaux. Ici, j'ai mis, lui, je l'avais mis avec les jeunes chardonnerets. Ils l'ont déchiqueté. Ils lui ont arraché, c'est un adulte, hein. Ils lui ont arraché toutes ses plumes. Le brun pastel, je l'ai mis ici. J'ai mis quelques jeunes dans la volière parce que je vais commencer à la... Ah oui, je voulais vous montrer aussi ça. Donc ça, c'est un autre panaché du premier tour, Faciato. Donc il commence à faire son masque. Il y en a un autre là-bas. Ici, ce sont certains jeunes. Hop. Ici, ce sont les jeunes qui ne se piquent pas. Donc j'ai dû séparer les jeunes qui se piquent, je les ai mis dans la volière. Je dois avoir 6 canaris à l'extérieur et 4 chardonnerets. J'en ai aussi vendu un agate et un agate gorge blanche. Donc là, je suis 4, 5, 6, 7. Je suis à 8 chardonnerets vendus avant la mue juvénile. Et il doit m'en rester 9 ou 10 chardonnerets que je vais préparer à la mue. Donc au fur et à mesure que je vois les mutations, je m'assure des mutations, je peux soit les mettre en vente tout de suite, soit je vais attendre tant qu'ils n'ont pas fait leur mue juvénile. On est sûr de rien. Là, il me reste 2 jeunes panachés, dont une qui est très bien. Et là, il me reste encore une seule femelle qui couvre des œufs de, je sais plus si c'est l'opale sur le satiné, chardonneret, un œuf. Et puis voilà, donc maintenant que je suis sur la fin, je vais tester j'ai mis 4 couples de chardonneret avec des canarettes, histoire de voir arriver peut-être des métis. Voilà, même si c'est des femelles ou des mâles, c'est juste une expérience pour vous les abonnés, donc du coup on va voir. Donc j'ai essayé de me donner plus de chance, j'ai fait 1, 2, 3, 4 couples de métis. Les mâles ils sont tous prêts, tous les mâles chardonnerets ils sont tous prêts, et toutes les femelles je viens de leur enlever les nids. Donc, juste pour vous donner une idée, les nids, ils les ont fait, je viens de les enlever ce matin exprès. Donc, j'ai laissé aucune, s'il n'y en a qu'une qui a pendu, la blanche, elle est où? La blanche là, elle a pendu un œuf ce matin, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Je les ai toutes mis là-dedans aujourd'hui. Donc, les mâles, ils sont chauds. Les femelles aussi, elles sont prêtes normalement, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis ciao, ciao.